Benessa, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de votre nouvel ouvrage « Référendum impossible, comment faire taire le peuple » aux éditions de L'Artilleur. Je rappelle juste à ceux qui nous regardent et qui nous soutiennent que le Cercle Droit et Liberté est une association fondée en 2014 qui réunit des juristes, des avocats, des professeurs, des étudiants en droit soucieux de défendre les libertés publiques au cœur de la cité. Guilain Benessa, vous êtes avocat, docteur en droit public, vous êtes aussi professeur à l'université de Strasbourg. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment Le totem de l'état de droit. Nous vous avions reçu à cette occasion au Cercle Droit et Liberté. Et aujourd'hui, vous publiez un nouvel ouvrage. Oui, effectivement, j'étais venu il y a exactement 2 ans, presque jour pour jour, sur votre invitation du Cercle, pour présenter le totem de l'état de droit. Et on avait déjà eu l'occasion de discuter de problématiques de ce type-là, c'est-à-dire, je vais un peu vite en besogne, mais le rapport complexe qu'on entretient parfois avec la décision politique au sens large, la question de l'omniprésence des règles, on va dire, la question de l'état de droit, c'est quand même largement ça, l'omniprésence des règles, qu'elles soient françaises, européennes, et du carcan juridique, on va dire, globalement. Et puis j'ai poursuivi parce que j'avais d'ailleurs dit à l'époque, me semble-t-il, qu'il me semble que une des façons de faire sauter le verrou de l'état de droit, qui est une sacrée chape de plomb, c'est notamment la question du référendum, d'autant plus que c'est devenu sujet un peu à la mode. Alors c'était pas l'objectif de mon bouquin d'être à la mode du tout, je pense que le référendum est un peu éternel et malheureusement passé sous silence depuis longtemps. Il n'empêche, c'est une sorte de dernier trou de souris que beaucoup invoquent en se demandant si oui ou non on peut agir, on va dire laisser le peuple décider tout seul en quelque sorte, en quelque sorte prendre en main son destin et trouver une façon de se saisir à bras-le-corps des sujets importants, des sujets du moment, que ce soit l'immigration dont on parle beaucoup, oui. Mais il y a aussi la question de la fin de vie, la question de l'euthanasie, etc. qui reviennent également. Et pour commencer un peu cet entretien, pourquoi réfléchir sur cette question du référendum ? Vous venez un petit peu d'expliquer vos raisons, et pourquoi selon vous cette question du référendum est vraiment importante aujourd'hui dans notre vie politique, notamment pour comprendre le rapport que les citoyens et les hommes politiques d'ailleurs entretiennent avec l'idée de démocratie directe. Alors je pense que petit à petit la démocratie s'étiole. Alors elle s'étiole, on pose toujours la question et vous savez dans cette ère de la liquidité très wokiste d'ailleurs, je pense qu'il faut revenir à des définitions stables, quelque chose de solide. Et je pense que la seule façon solide de définir la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Définition classique, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Il n'empêche, on a quelque chose là-dessous de solide dans la mesure où presque l'effet de répétition de l'invocation du peuple, c'est déjà une indication nette de ce qu'il faut en penser. La démocratie implique le démos, implique un peuple, donc il faut en revenir là. Ensuite, je suis parti quand même d'un constat que j'évoque dans le livre, notamment en conclusion, mais qui à mon avis est là partout. C'est une idée toute simple. J'observe depuis longtemps, et je l'ai observé à la fac, mais pas que, dans les discussions en général, beaucoup d'intellectuels se saisissent cette question, c'est de savoir ce que c'est le peuple. Alors beaucoup de gens disent c'est une fiction, vous savez, de tout temps, le peuple a changé, le peuple n'est jamais le même, la France n'a pas toujours été éternelle, enfin, elle n'était pas la même il y a des siècles. Et en fait, c'était un peu le démarrage de ma question, c'est mais comment est-ce que juridiquement on règle ce problème ? Encore une fois, trouver une solution stable, sinon tout est filandreux. Et on s'aperçoit quand même que le peuple, c'est le sujet politique de notre constitution. Je veux dire, c'est tout bête de le rappeler, mais sans peuple, il n'y a pas de constitution. Et en plus, sans peuple, il n'y a pas de droit tel qu'on l'entrevoit dans la Constitution. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, on va en reparler certainement, le fameux article 3 de notre Constitution, c'est-à-dire la souveraineté nationale, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. On voit bien que le peuple est possesseur de cette souveraineté et c'est lui qui exerce cette souveraineté. Donc on en revient à quelque chose de stable. Une définition claire, c'est que le peuple est le sujet de sa constitution. Et puis pourquoi le référendum ? Je vous disais, la démocratie s'étiole. Je crois profondément, j'ai un constat assez... je ne sais pas s'il est tragique, mais je crois. Je pense qu'à terme, je ne dis pas qu'il y a un grand dessein, je ne dis pas qu'il
il y a un grand complot caché qui se dessine dans la matière. Mais je pense que petit à petit, l'élection disparaît, le principe de l'élection. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, l'élection présidentielle aujourd'hui, elle est presque réglée d'avance. On a le camp du bien et le camp du mal, et ça peut durer longtemps comme ça. L'abstention aussi. L'abstention aussi, exactement, parce que les gens se réfugient de l'abstention du fait qu'il n'y a pas de véritable élection, exactement. Les élections intermédiaires, législatives, municipales, européennes, etc., n'ont presque, quel que soit le résultat, aucun effet sur la décision politique. Le gouvernement va changer un ministre actuellement, des choses comme ça, mais enfin, concrètement, le kidam s'en fiche un peu. Et en fait, au bout de cette espèce de maillon, cette espèce de chaîne qui ne fait que se poursuivre, à chacune des étapes, on avait donc des élections, un principe électif, et au bout, on avait cette dernière étape fondamentale qui était le référendum. Et vu que le référendum lui-même a disparu depuis 20 ans, 18 ans, enfin, presque, ça signifie, si on réfléchit, qu'on a des élections jouées d'avance, on a des élections intermédiaires sans intérêt, ou presque, et on a un référendum absent. Au bout, ça signifie que la démocratie est pour le moins en très mauvais état. Souffrante. Effectivement, très souffrante, oui. Vous revenez dans votre ouvrage sur le référendum de 2005. Vous faites une rétrospective historique sur le référendum et l'histoire du référendum en France. Et vous vous attardez assez longuement sur le référendum de 2005. Pourquoi ce référendum est-il important? Et est-ce qu'il marque, selon vous, la fracture entre le peuple et les élites? Est-ce que c'est depuis 2005 qu'on a un point de non-retour, ou en tout cas un point de bascule entre le peuple et les élites sur cette question du vote et de leur place dans la démocratie? Alors 2005, c'est le moment pour moi d'ensevelissement. C'est la dernière étape, c'est-à-dire que faut replacer le contexte 2005. Beaucoup de gens connaissent sans connaître, c'est-à-dire c'est la dernière grande date, parce que c'est le dernier référendum qu'on a eu en France, mais en même temps, on a souvent, encore une fois je vais un peu vite, mais on a souvent tendance à le voir comme les Français ont dit non en 2005 à la Constitution européenne. Finalement, le traité de Lisbonne a rectifié la situation, puisqu'on a, en réalité, on a repris la Constitution sans le dire, on a un peu remodelé, ça a donné un traité de Lisbonne, qui d'ailleurs, à mon humble avis, est bien pire que la Constitution, parce que l'avantage, par comparaison, c'est qu'au moins on peut lire la Constitution européenne. Le traité de Lisbonne est proprement illisible. Compréhensible. Incompréhensible. Mais alors plus largement, pour répondre à votre question, ce qui m'a intéressé en écrivant et en faisant mes recherches, c'était que l'histoire du référendum de 2005, pour vous répondre, oui, c'est clair, c'est une rupture entre le peuple et ses élites, c'est clair, mais c'est surtout la fin d'un cycle en 3 temps. C'est une sorte de valse démoniaque qu'on a jouée, et ce qui m'intéresse en plus, c'est une valse à 3 étapes très claires. On a un premier référendum en 72, Pompidou, qui traite déjà d'Europe, un référendum en 92, Maastricht sous Mitterrand, qui traite d'Europe, et celui de 2005. Et en fait, contrairement à ce que même moi j'avais tendance à penser initialement, on a moins un coup de Trafalgar en 2005, on a la confirmation d'une tendance. Concrètement, en 72, les Français sont consultés par Pompidou sur l'élargissement de l'Europe, sur l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, enfin la communauté européenne. Oui. Et ce qui se passe en 72, c'est qu'on a un oui massif à 60%, mais on a une abstention massif. On a un oui à 60%, à une époque où l'Europe, c'est la terre de félicité. Oui. C'est pas la même chose. C'est Canaan pour les européistes, concrètement, ça va nous sauver, alléluia, etc. 60% des Français disent oui, mais il y a une abstention massive. En réalité, Pompidou considère que c'est un échec personnel, c'est comme ça qu'il le dit. Ça fait qu'en fait, on a un scrutin en demi-teinte. On a un résultat qui est assez clair, mais qui n'arrange pas tellement Pompidou, qui s'attendait à un vent dans le dos, je veux dire, clair, et à des Français extatiques de voter, de référander une première fois sur l'Europe. 92, Maastricht, alors là, on a on passe à 2 doigts, les européistes passent à 2 doigts la catastrophe, puisque François Mitterrand, déjà, est contraint de référander sur Maastricht. Il ne veut pas entendre parler du référendum. Je passe les détails que je raconte dans mon livre. Il se retrouve à référander un peu contre son gré, et on a un résultat où le oui passe à 500 000 voix. C'est 51%, 49. Donc 51 pour le oui, 49 pour le non. Donc on a une deuxième étape où, je disais, première étape, ça se passe bien, mais pas si bien. Une deuxième étape où il y a franchement, ça passe à 2 doigts du coup près. Et en fait, 2005, c'est le moment où les Français votent clairement contre la chose européenne, on va dire.
Et là, il y a pour moi une double leçon. La leçon des politiques qui a été vraiment tragique sur l'Europe, c'est qu'en 2005, on a dit aux Français, finalement, ça fait 40 ans que tout se passe bien sur l'Europe, en tout cas ça fait 40 ans que les choses évoluent, on vous demande finalement de ratifier a posteriori ou tardivement ce qu'on a fait pendant toutes ces années. Ils n'ont pas trop entendu parler de l'acte unique, Schengen est un concept, Maastricht est passé à 2 doigts de la catastrophe, etc. Donc on dit, oh bah vous savez, tout ça, on l'a quand même voté et vous avez référendé, vous avez dit oui par référendum en partie, finalement, allez hop. Ce n'est que l'aboutissement, l'achèvement de tout ce qu'on a fait. Exactement, un petit oui et puis on y passera. Le peuple dit non, et le peuple dit non, je dirais dernière nouvelle, peuple égale souveraineté, souveraineté égale respect par les décideurs. Le souverain décide, théoriquement en tout cas. En tout cas, moi je l'ai appris comme ça, et pas mal de juristes d'ailleurs. Aussi. Et ensuite, donc il y a déjà ça, il y a cette espèce de fin de ce cycle démoniaque, ou de cette valse un peu particulière. Et deuxième chose, je pense, là je vous donne une intime conviction qui sort un peu uniquement de mon bouquin, je pense que en réalité, depuis le départ, personne n'a envie d'Europe et tout le monde a envie de référendum. C'est-à-dire que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. L'Europe depuis Jean Monnet, il y aurait beaucoup à dire, j'en parlais un peu dans le totem de l'état de droit, l'Europe depuis Jean Monnet s'est faite en réalité dans des conciliabules, des comités surtout, par des juristes contre le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'était intentionnel, on n'a pas voulu le faire avec le peuple, donc on l'a fait sans le peuple. Je rappelle dans le bouquin, pas mal de journaux d'ailleurs le disent, finalement pourquoi référander, parce que l'Europe s'est très bien comportée sans référendum, c'est pas nécessaire de consulter le peuple, pourquoi faire tout ça? Et finalement en 2005, on a quand même choisi de consulter le peuple, contraint et forcé, j'ai envie de dire. On a dit non, on s'est assis dessus, et c'est la dernière leçon de 2005 qui est pour moi complètement folle, c'est qu'en réalité, tout était fait en amont pour contourner le potentiel non. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a jamais eu de référendum. Le référendum de 2005 était une forme, pure forme, parce que les outils pour contourner le vote du peuple étaient prévus dans la Constitution européenne, ont été mis en œuvre par la suite et ont donné lieu finalement au traité de Lisbonne. Oui, qui est juste la reprise de cette constitution européenne qui n'a pas été adoptée par le peuple en 2005. Exactement. Bon, une petite nuance, c'est que je pense, peut-être suis-je naïf, c'est possible, hein, mais je pense quand même que quand Nicolas Sarkozy s'est lancé dans un traité light, ce qu'il appelait une solution un repêchage de la Constitution il voulait quelque chose de court, de bref, qui ne reprennent pas toute la Constitution pour débloquer l'Europe en 2005 après le nom des Français. Sincèrement, je crois qu'à l'origine, il pensait vraiment à un traité light, et il s'est fait complètement blouser et repris par la grande machine qui lui a fait comprendre, et je le rappelle dans le bouquin, et la Commission et le Parlement et tout le monde dit ce sera le traité dans son intégralité ou non. À mon avis, il a essayé de passer en catimini, de faire valider un texte, vous voyez, une sorte d'abrégé. Personne n'en a voulu, un compromis, et finalement on a fait quoi? On a eu la Constitution, empire, mal écrit, mal rédigé, illisible, qui était le traité de Lisbonne. Grand contournement du référendum de 2005. Et est-ce qu'on a tiré certaines conséquences de cette situation, ou vous pensez qu'aujourd'hui on met 2005 sous le tapis et que moins on en parle, mieux on se porte? C'est très compliqué d'avoir, je trouve, du recul, parce que pour les souverainistes, comme dirait Michel Onfray, qui d'ailleurs a eu l'amitié de me faire une préface pour le livre, comme dit Michel là-dessus, j'aime beaucoup cette expression pour Front Populaire, souverainiste de droite, de gauche et d'ailleurs. Pour tous ces souverainistes-là, 2005, quelle que soit leur obédience ou leur clan, c'est le coup de poignard. Donc ils le vivent comme tel, on tourne autour de cette date fatidique, c'est une évidence. Mais vous me demandez, est-ce qu'on a tiré des leçons, ou est-ce qu'il y a un enseignement, ou est-ce qu'il y a eu des conséquences, des effets en quelque sorte? Alors je pense que le seul effet politique qu'on a eu de la Constitution de 2005, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une bonne fois pour toutes, il fallait définitivement effacer le peuple. Effacer. Alors il faut l'effacer en lui retirant le droit de vote, par référendum. Je ne dis pas que le peuple ne vote pas, on n'en est pas encore là. En tout cas, le référendum est devenu une impossibilité, je veux dire, le référendum est devenu littéralement impossible. Donc déjà, c'est tout bête, mais laps de temps passé suffit à le démontrer. On a quand même 18 ans sans référendum, c'est exceptionnellement long, je veux dire, c'est le désert par rapport à l'époque de De Gaulle où on avait 5 référendums en 10 ans, je veux dire, c'est un drame, même de ce point de vue-là. Ensuite, je pense que
vous disais au début, la démocratie se porte mal au niveau des scrutins, des élections, l'abstention, les scrutins joués d'avance, les élections intermédiaires qui ne servent plus à grand-chose. Je pense qu'en plus, la disparition du référendum, c'est voulu. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un grand complot, c'est pas le problème, c'est qu'on s'est habitué à vivre sans référendum, et on en est venu à considérer que l'outil est presque illégitime. Vous savez, l'éternel faribole qu'on entend toujours, je rappelle dans le bouquin un titre du Monde que je trouve très évocateur d'une étude qui a été menée. Le Monde écrit, le titre de l'étude qui a été conduite, c'est « Le référendum est-il démocratiquement correct ?» Ce qui veut dire qu'on en vient à considérer que le référendum, à se demander si le référendum est démocratique. Et à chaque fois, je vous assure, c'est fascinant, le nombre d'études commencent comme ça. Elles commencent depuis 2005. Elles commencent par se dire oui, le référendum est démocratique, mais attention, la question est trop compliquée. Les Français ne sont pas tous des experts. Comment faire pour trouver une bonne question en une réponse en binaire, oui et non. Est-ce que dans cette période de démocratie complexe où l'épistocratie, le gouvernement des experts, c'est bien, est-ce que finalement c'est pas trop, vous savez, trop bas du front de résoudre une équation en une seule question? Et je pense que du coup, quelque part, pour vous répondre clairement, je pense qu'en 2023, la disparition du référendum, elle est logique, elle est inévitable presque de ce point de vue-là, elle est évidemment tragique, moi on peut se dire, et elle révèle en creux, clairement, la disparition de la décision politique. Décider, c'est presque la solitude du choix ultime, c'est-à-dire décider c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, c'est l'assumer comme tel. Le référendum c'est ça. Donc c'est le contraire même du monde dans lequel on vit, où l'expertise c'est la complexité, le kaléidoscope. Vous savez, le mime d'une décision, en réalité derrière on a le QCM, je veux dire, le multiple et énorme, et le référendum c'est revenir à la décision solide, risquée, difficile, qui est d'assumer le oui ou le non, point barre. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui considèrent que le référendum c'est d'abord une question révocatoire? Par révocatoire j'entends l'idée qu'on vote en fait pas tant pour une idée, mais plus pour valider ou sanctionner la politique d'un homme. Alors, la question, je veux peut-être vous étonner, je ne sais pas, mais je pense j'espère qu'on le sent un peu dans le bouquin, je suppose, c'est que je pense qu'un référendum, c'est un plébiscite. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ça n'a rien de tragique, mais absolument rien de tragique, de mettre sa responsabilité en jeu dans le cadre d'un référendum. C'est-à-dire assumer la mise en jeu de sa responsabilité, ça fait partie du principe même de la politique. Je pense que la mode a été de dire, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, la rengaine a été de dire, la petite musique a été de dire, De Gaulle a eu cette façon de faire qui était moi ou chaos. C'est-à-dire, votez, donnez-moi un oui franc et massif. Il l'a fait sur l'Algérie, il l'a fait en 62 sur l'élection du président au suffrage universel direct par référendum, il l'a fait en 69, il a perdu, il est parti. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de considérer que sa responsabilité était en jeu. Il est élu par le peuple et potentiellement destitué par le peuple. Il perd un référendum, il part. Cette façon d'utiliser cette façon de voir le pouvoir, évidemment, de braquer la responsabilité immédiate au niveau de l'Élysée, évidemment, ça a quelque chose ça détourne le peuple de la question posée, ça l'incite à voter pour ou contre la personne en place, c'est clair. C'est un risque, c'est clair. C'est un défaut, c'est évident. Mais j'y vois deux vrais avantages. Premier avantage, ça suscite le débat et ça suscite la passion. C'est-à-dire que les gens ont besoin de retrouver, à mon sens en politique, la passion. Savoir que votre vote, que votre bulletin compte, que potentiellement il y a des répercussions, je pense que c'est extrêmement bon pour une démocratie, ça la fait vivre, ça met de la vie, ça met du dynamisme, ça a comme conséquence que le scrutin il existe, qu'il y a quelque chose qui fait, dans ce monde de zombies qu'on crée tous les jours un peu plus, où globalement nous sommes des hologrammes, je veux dire, sur des algorithmes Netflix, où vous savez, on a l'impression que tous les films sont différents, alors qu'en fait le même programme vous est proposé avec d'autres filtres de couleurs, je veux dire, c'est des filtres instincts, plaqués les uns derrière les autres. Je pense que là-dessus ça fait du bien, je pense, ça remet de la passion. C'est vrai que c'est gênant, ça a des défauts, mais ça met de la passion. Et ensuite,
Je pense quand même que le fait de mettre en jeu sa responsabilité, il n'y a rien de plus sain. Vous savez, c'est comme dans un couple, dans une vie en général, de temps en temps, la faute, l'erreur, l'erreur de parcours mérite sanction. C'est pas grave, c'est pas forcément négatif, c'est qu'il faut retrouver la capacité à sanctionner. C'est-à-dire, vous savez, un étudiant à l'école qui a une mauvaise note, la mode est de lui mettre un feu rouge et un feu vert pour l'acquisition des connaissances. Je pense que sanctionner un élève, comme le complimenter ou le féliciter, je veux dire avoir les félicitations du jury, c'est correct, ça va dans le bon sens. Je pense que de dire au président « je vote pour toi, je te suis, je te donne quelque part, je dis que tu peux rester sur ton pavois pour quelque temps, que tu mérites d'être le chef du village », pour prendre un peu vous savez, Abraham Coursix à l'époque d'Astérix, je veux dire, il mérite d'être sur son pavois, sur le bouclier tenu par les Gaulois. Je pense que quelque part, ça soude, et de deux, ça rappelle au président que son mandat signifie qu'il est en relation directe. Et là-dessus, je finirai là-dessus, c'est une anecdote. Il y a quelques années, j'avais entendu il me semble que c'est un gilet jaune, crier dans la rue à l'encontre d'Emmanuel Macron, vous savez, un peu sur le ton le ton vindicatif du manifestant qui lui dit Manu, n'oublie pas que tu dois faire ce que je te demande, hein. On te demande de faire ce que je te demande. Enfin, je te demande de faire ce que je t'ai demandé de faire. Et il rajoute quelque chose comme finalement c'est pour ça que je t'ai élu. Alors évidemment, juridiquement c'est plutôt fragile comme façon de présenter les choses. Il n'empêche, de façon certes quelque peu grossière ou courante, on rappelle à Emmanuel Macron qu'il a un mandat. Il a un mandat. C'est-à-dire qu'on rappelle au président qu'il a un mandat au nom du peuple. Oui. C'est peut-être tout bête, mais dans la vie pratique, je suis avocat, j'exerce dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec cette matière. Rappeler qu'avoir un mandat signifie qu'il y a des obligations, si vous voulez, qu'il agit au nom et pour le compte du peuple, je pense que quelque part, ça ferait pas de mal. Oui, mais vous craignez pas une forme d'hystérisation, puisqu'on est dans une société un peu de plus en plus manichéenne, que cette question du référendum qui revient régulièrement comme aussi un signe, effectivement, de responsabilité des dirigeants à l'égard de leur peuple, est-ce qu'on risque pas quand même d'arriver à un système où on encourage cette forme de manichéisme plutôt qu'on la combat ? Alors, qu'il y ait un danger, qu'il y ait une sorte de risque ou un danger potentiel, oui, je suis pas en désaccord, hein. Mais je pense que le danger potentiel, il relève du fait qu'on l'a mis sous le boisseau. C'est-à-dire, moins la responsabilité politique subsiste, plus aujourd'hui on la réclame à corps et à cri. Plus on évacue la possibilité d'une destitution, d'une démission, d'un départ au sens large. Plus les gens réclament dans la rue. Les Gilets jaunes en 2018, lorsque le RIC parvient sur les ronds-points, il y a une instrumentalisation politique des Gilets jaunes, etc. C'est une évidence. Mais il faut quand même pas non plus oublier que ça vient 13 ans après le dernier référendum de 2005, que, comme par hasard, les Gilets jaunes ont une espèce de volonté de discuter constitutionnel, de discuter constitution, de quelque part de se saisir de la matière, de dire les institutions sont aussi à nous. Je vous donne un exemple très simple qui va nous amener de l'autre côté de l'océan. Mais vous savez, l'intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole. Je ne suis pas en train de défendre la chose, la question n'est pas là, vraiment pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Par contre, ce qui était intéressant, moi ça m'intéresse, c'est la rhétorique utilisée. Les manifestants rentrent au Capitole et disent « cette maison est à nous ». Je trouvais intéressant d'entendre ça, cette maison est à nous, parce que sur le fond, cette maison est à eux. Oui. Donc, je ne dis pas par là que vive l'assaut et l'insurrection, c'est pas du tout ça. Mais si vous voulez, je pense que plus on fait oublier aux gens que cette maison est à eux, plus ils vont le réclamer dans le sang. Plus on fait disparaître les instruments de démocratie directe, plus on a le sentiment que la démocratie leur est confisquée ou nous est confisquée, et plus on réclame des instruments rudes pour y revenir. Donc, il serait bon de saupoudrer ça, de revenir à des doses de démocratie directe, de dire aux gens « cette maison est à vous, vous en êtes, après tout, il ne faut jamais l'oublier, le maître et le possesseur tout de même, vous élisez des mandataires, il y a une relation de mandataire là-dedans. Je pense qu'une fois que vous êtes dans cette relation-là rappelée, vous évacuez les perspectives de débordement qui sont le résultat de l'incurie, des impasses et de l'immobilisme de toutes ces années. Et d'ailleurs, lorsqu'on est en temps de crise,
lorsqu'il y a des sujets qui reviennent sur la table, par exemple l'immigration, avec ce qui s'est passé dernièrement, là, une nouvelle fois, on invoque le référendum comme moyen de régler ce genre de problème et comme moyen de dépasser une situation qu'on ne maîtrise plus et qu'on n'arrive pas à endiguer. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Il y a notamment les partis de droite, certains partis de droite disent aujourd'hui il faut recourir au référendum sur les questions migratoires. Est-ce que vous pensez que utiliser le référendum va permettre de régler ces questions migratoires ? Et qu'est-ce que vous dites de cette réaction des partis politiques lorsqu'ils réclament le référendum comme moyen de régler ces questions ? Alors, vous savez, là, je fais une deuxième confidence, je révèle une conviction après la première. Je viens d'une famille gaulliste, mais je n'avais jamais passé de temps là-dessus. C'est-à-dire, on est tous, on va dire, il y a le fameux adage français, on a été et on sera gaulliste un jour. Je crois que c'était Pasqua qui disait ça, me semble-t-il. La question m'a assez peu taraudé jusqu'à présent, jusqu'à ce bouquin, où finalement j'ai passé pas mal de temps, plus que prévu, sur les écrits de De Gaulle et sur un peu cette époque. Et notamment sur le référendum de 69, on aura peut-être l'occasion d'en parler ou pas, mais à mon avis c'est le grand référendum de De Gaulle. C'est un référendum fascinant, par bien des aspects, pardon. Et pour vous répondre, je disais ça sur le gaullisme parce que, en fait, on mésestime lorsqu'on mésestime. On brandit le référendum aujourd'hui en tentant, de résoudre tous les problèmes, donc c'est devenu un peu une carte, oui. Vous savez, le joker qu'on sort de sa manche, l'atout phare, première chose, on pense qu'on va tout régler avec ça. Et deuxièmement, ensuite, on s'écharpe quant à la manière de l'utiliser. Donc aujourd'hui, on invoque des révisions constitutionnelles pour faire rentrer notamment l'immigration, ou notamment les questions de société, comme on dit, dans le corps de la Constitution pour pouvoir référender sur ces questions. Alors, sur le principe, pour vous répondre clairement, je veux dire, d'autant plus en ayant passé pas mal de temps sur le général de Gaulle, oui, c'est une évidence, c'est presque une absolue évidence que le référendum est une réponse potentielle. Ça, c'est clair. D'une part parce qu'on n'en a pas eu depuis longtemps, et d'autre part parce que le référendum dixit tout de même le Conseil constitutionnel en 1962. Le référendum est quand même, normalement, théoriquement, on verra par la suite, et théoriquement la dernière des façons d'obtenir une décision du peuple qui ne fasse pas l'objet théoriquement d'un contrôle du juge constitutionnel. Partiellement tout de même, on va peut-être en reparler, parce que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais je vois votre sourire, vous anticipez, mais je sais qu'on va arriver dans les écueils. Première chose, mais il y a quand même quelque chose qui subsiste, pour l'instant en tout cas. Mais, pour vous répondre clairement, ce que j'observe aussi, c'est que les partis politiques qui tentent de le faire, donc LR parle pas mal de ça, le RN en parle aussi, enfin Marine Le Pen en a pas mal parlé lors des élections présidentielles, Jordan Bardella en parle, Éric Ciotti en parle, Bellamy en parle aussi au LR, finement d'ailleurs, parce qu'il y a des débats constitutionnels derrière tout ça. Oui. Ce que je pense aussi, c'est que ils ont quand même, pour moi, c'est très facile de dire ça pour moi parce que je ne suis pas politique, donc je sais que c'est c'est un duel et c'est un conflit très compliqué. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est réglé en 5 minutes du tout. Mais, si vous voulez, ils invoquent le référendum en jouant avec les dispositions prévues dans la Constitution et surtout en tentant de se frayer un passage dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En gros, ils disent quoi ? Ils disent dans l'article 11 de la Constitution, l'article qui permet de référender, ils disent « il n'y a pas l'immigration dedans, donc on va faire rentrer l'immigration dans ces questions-là pour référender sur ces questions ». La stratégie est louable, mais il y a quelque chose qui me gêne profondément, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Henri Guénaud il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il a lui-même, à mon avis, tout son embarras et ses analyses sur les référendums, vu qu'il était le conseiller de Nicolas Sarkozy pendant le référendum de 2005. Il n'empêche, je partage totalement son avis, c'est que De Gaulle en 62, il s'est jamais demandé, et il ne se serait jamais demandé, si un juge allait valider ou non la question qu'il soumettait aux Français. Il ne se serait pas posé la question. Il aurait posé la question. Point. Directement. Parce que il y a une phrase de Charles Pasqua qu'il tient de Charles de Gaulle qui est passionnante. Pasqua dit tout ce que le souverain fait, seul le souverain peut le défaire. Ça signifie qu'on ne peut pas, que la seule façon d'articuler une question de souveraineté, c'est de remettre la décision entre les mains du peuple. Ce qui signifie que la question soit légitime ou non, qu'elle soit strictement constitutionnelle ou non, tant qu'on a un satisfecit du peuple, la question mérite d'être posée, et l'aval du peuple, c'est la réponse à la question. S'il dit oui, ok, s'il dit non, on s'arrête. Oui.
Moi, je pense aujourd'hui que de référender, oui, c'est une réponse potentielle, mais que pour référender, il ne faut pas référender avec des règles du jeu dont vous savez d'avance qu'elles sont extrêmement complexes. Il faudrait revenir à un référendum à l'ancienne, c'est-à-dire un vrai référendum, poser la question, assumer la question telle qu'elle est posée et s'en remettre à la décision du peuple in fine. Non pas en fonction de l'aval des juges, mais bien en fonction, et seulement en fonction de la décision du peuple souverain. Et pour terminer cet entretien, j'ai quand même une question. Est-ce que vous considérez qu'à terme, en fait, est-ce que vous pensez que le peuple, au fond, sait ce qui est bien pour lui ou pas? Est-ce qu'au fond, l'idée de démocratie directe est forcément une bonne chose? Je prends par exemple le sujet, entre autres, de l'euthanasie. Est-ce que c'est une bonne chose en soi, même si le peuple majoritairement est d'accord avec cette idée? Est-ce que c'est une bonne chose de légaliser l'euthanasie? L'idée, c'est pas tant de répondre à cette question-là, mais c'était une manière d'illustrer un peu mon propos. Est-ce qu'au fond, cette idée de démocratie directe, c'est forcément une bonne chose? Vous savez, on a inventé un outil dont je parlais dans le précédent livre qui s'appelle l'état de droit, qui est précisément une articulation entre la décision politique, on va dire, et un cadre juridique pour l'enserrer, c'est-à-dire éviter que la décision politique ne dérive et ne dérive vers, on va dire, le pire au sens large du terme. C'est-à-dire que l'état de droit, c'était surtout à l'origine pour contraindre la politique, ou le politique en général, à ne pas refaire les mêmes erreurs que celles commises dans les années 30, c'est-à-dire le fameux retour des heures sombres qu'il faut absolument éviter. C'est devenu une formule consacrée, voilà, mais bon quand même. Mais donc l'état de droit est là pour contraindre la décision politique, pour s'assurer qu'on n'aille pas trop loin, pour s'assurer qu'on respecte des libertés fondamentales au sens très large du terme. Ce que je crois vraiment, c'est que je comprends votre question, elle est tout à fait légitime, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'en remettre exclusivement à ce que le peuple veut, même lorsqu'il veut mal, on va dire. Oui. Moi je pense que on s'est habitué à vivre sous l'empire des grandes formules toutes faites. Vivre ensemble, contrat social, république, pacte républicain, vous savez, les mots tout faits comme ça. Et la démocratie est également devenue un peu une formule toute faite, on ne sait plus trop ce que ça recouvre. Alors, je ne dis pas par là que ça répond à toutes les questions, mais je pense qu'on ne peut pas être un démocrate du lundi matin et oublier de l'être le dimanche soir. Donc, soit on ne peut pas l'être à mi-temps, je veux dire, c'est pas possible. C'est devenu d'ailleurs très à la mode, vous savez, l'Europe est exactement ça, c'est-à-dire l'Europe est une chose totalement antidémocratique dans son fonctionnement et sa construction, et pourtant, dans son article 2, État de droit et démocratie sont les valeurs qu'elle a constamment bandoulières, tout le temps, notamment la démocratie, même si la démocratie est noyée dans un ensemble de valeurs, mais peu importe. Je pense qu'à force d'avoir conçu la démocratie comme une petite chose qui pouvait être un peu gérée comme on l'entend, la démocratie s'étiole, elle disparaît, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il serait bon, à mon avis, s'en remettre beaucoup plus à la décision du peuple. Si déjà on le fait, il sera déjà temps, dans un second temps, dans une deuxième étape, de se demander comment faire pour, en quelque sorte, tolérer ou tempérer ou légiférer ou calmer les choses, pour peut-être pas aller trop loin. La question s'est posée dans les années 80, on s'est déjà demandé, ne faudrait-il pas mettre des limites au référendum pour éviter, par exemple, de revenir sur la peine de mort? C'était une question qui s'est posée si, d'aventure, à l'époque, le Front National venait au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement souffert, on souffre tellement d'une souveraineté populaire qui concrètement est quasiment morte, en France en tout cas, inexistante, que la remettre un peu au goût du jour permettrait déjà de rectifier un minimum la trajectoire du navire. Si on en est là, et que la question qui se pose après, c'est de savoir si effectivement la décision ne doit pas être tempérée, modérée, enserrée un minimum, il sera déjà temps de se poser la question. Je pense qu'aujourd'hui on fait exactement le contraire, à vouloir absolument interdire toutes les questions, il n'y en a pas une qui se pose. Il vaudrait mieux qu'on tolère pour l'instant les questions, ensuite on verra déjà si elles débordent de largement du cadre ou non. Oui, on trouvera facilement les moyens de contrer, on aura les outils pour contrôler. On sait mieux contrôler que de donner la parole et de poser des questions. Vous savez, je n'ai pas envie de donner le mot de la fin, mais faisons-le quand même. Vous savez, lorsque Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, nous dit à 4 mois des élections présidentielles, n'est pas le général de Gaulle qui veut, et il fait comprendre clairement que si jamais le référendum, si un homme vient au pouvoir, une femme vient au pouvoir, et référende mal, entre guillemets, il annonce que le Conseil constitutionnel ne veillera à s'assurer de la correction de la question, c'est-à-dire en gros, si le référendum n'est pas correct, on le sanctionne, point barre, on verra bien ce que ça donne.
Pour l'instant, on n'en est pas là en termes de jurisprudence, mais la menace a été un peu brandie. Je pense qu'on vit tellement sous l'empire de ce type de menace, plus ou moins dans l'air du temps et plus ou moins intégré, je veux dire, dans la chose juridico-politique, que libérons déjà un petit peu la parole du peuple, à l'heure de la libération de la parole un peu tous azimuts, libérons la parole du peuple, la vox populi. Si tant est qu'on en soit là, on verra déjà dans un second temps comment contrôler la vox populi. Un grand merci Guylain Benessa pour cet éclairage passionnant sur le référendum et sur l'idée de démocratie directe. Donnons la parole au peuple et puis on verra ensuite ce qu'il adviendra. Merci beaucoup. Merci.